Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle de la problématique du changement d'objectif. Alors, faut-il ou pas remplacer son objectif, ses objectifs quand il y a un nouveau modèle qui arrive dans une gamme? Je vais vous dire tout de suite pourquoi je me suis posé cette question et pourquoi j'avais envie de partager sur ce sujet avec vous. Alors, je vous rappelle que pensez à vous abonner à la chaîne parce que c'est le meilleur moyen de ne rater aucune des émissions. Il y en a une par jour et je sais que certains d'entre vous m'ont déjà dit j'en rate un petit peu parce que ça fait pas mal à visionner malgré que la durée semble vous convenir pour chaque épisode. Donc, un petit clic sur le lien d'abonnement et c'est le plus simple. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la problématique de remplacer ses objectifs ou pas parce que j'ai reçu un message ces jours-ci d'un lecteur qui me disait voilà, alors c'est parti de l'annonce de la nouvelle version du Tamron 150-600 que j'ai passé sur le site, donc le G2, la version 2. Et cette personne me disait moi j'ai le 150-600 en version 1, est-ce que ça vaut le coup de passer à la version 2? Qu'est-ce qu'il vaut? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et donc je fais une réponse et je voulais partager cette réponse avec vous et puis enrichir un petit peu la réponse parce que voilà, l'émission ça sert aussi à ça. D'ailleurs je vous incite à me poser vos questions parce que je vais vous proposer bientôt la réponse à vos questions dans l'émission. Donc allez-y via les commentaires. Alors j'ai dégagé 4 points pour vous aider à répondre à ces problématiques de gestion d'objectifs ou pas en fait. Le premier point, le premier critère, c'est que je crois qu'il est fondamental de ne pas céder à la tentation. Alors vous savez comme moi que les marques se font un malin plaisir à sortir des nouvelles versions. C'est normal, c'est leur business, on ne va pas leur reprocher ça. Et puis souvent il y a quand même des améliorations qui sont notables sur les objectifs, sur les boîtiers, donc on ne va certainement pas reprocher aux marques de faire des nouveautés. Maintenant, avant de vous dire il y a une nouvelle version, il me la faut, renseignez-vous déjà sur ce qu'apporte cette nouvelle version. Ce serait vrai pour les boîtiers, mais c'est particulièrement vrai pour un objectif parce que souvent c'est plus subtil en fait les différences. On a plus de mal à lire la différence sur une fiche technique entre une version d'un objectif et une autre que sur un boîtier. C'est un petit peu plus simple, il y a des choses qui nous parlent un peu mieux. Alors attendez surtout les premiers tests, quand une optique est annoncée comme ça, attendez les premiers tests parce que c'est pas qu'on puisse avoir des surprises, mais c'est quand même bien de décider sur des critères un peu concrets. Or, il y a plusieurs sites spécialisés, il y a plusieurs magazines spécialisés qui vous donnent des textes, des tests, et non pas les textes aussi, mais surtout les tests, qui sont plutôt bien foutus pour savoir si un objectif a un intérêt ou pas par rapport à une version précédente. Ensuite, le deuxième point, je crois qu'il est important, avant de vous décider, d'observer les photos que vous faites déjà. Si vous envisagez de remplacer une version d'un objectif par une nouvelle, ou bien d'acheter un nouvel objectif pour compléter votre parc d'optiques existant, ou peut-être parce que vous avez un simple 18-55 du kit et que vous voulez passer à autre chose, observez déjà les photos que vous faites. Ça, c'est fondamental, je le répéterai à chaque fois si on me pose la question, c'est que je ne conçois pas d'acheter un nouvel objectif si je n'ai pas regardé les photos que je fais pour déterminer deux choses, deux points. Le premier, c'est qu'est-ce que vous reprochez à vos photos? Si vous regardez vos photos et que vous ne leur reprochez rien du tout, que vous les trouvez bien, qu'elles vous conviennent, que pour les usages que vous en faites, on va en reparler des usages après parce que c'est mon troisième point, si elles vous conviennent, j'ai envie de vous dire pourquoi vous voudriez changer l'optique. Parce que, hormis se faire plaisir à dire j'ai un nouveau modèle, bon ça c'est le côté passion matérielle, et ça je vous accorde là, c'est pas, c'est un choix qui est très personnel, donc je vais surtout pas vous dire c'est une bêtise d'acheter. Mais si c'est uniquement pour un problème de qualité de photo, regardez vos photos, est-ce qu'elles vous conviennent ou pas? Si vous voyez des défauts apparents, des choses qui vous sautent aux yeux dans vos photos, posez-vous la question. Si rien ne vous saute aux yeux, peut-être que vous pouvez économiser l'argent que vous allez mettre dans cette nouvelle optique pour acheter une autre optique qui va avoir des avantages complémentaires pour vous, ou peut-être changer de boîtier, ou faire des économies. Tout simplement, c'est toujours bon à prendre aussi. Ensuite, le deuxième point, quand vous observez vos photos, c'est de regarder quelles sont les limites que vous percevez dans vos photos. Alors les limites, ça peut être le fait de dire, comme vous êtes beaucoup à me dire, par exemple j'ai un 18-55 du kit, je reprends cet exemple, et quand je veux faire des photos d'un petit peu loin, ça grossit pas suffisamment. Alors je dis grossir parce que c'est le terme qui m'est envoyé souvent, normalement c'est pas tout à fait ce terme-là.
Pour les puristes, ils vont râler un peu, mais peu importe. C'est souvent la remarque que vous me faites. Vous dites, oui, mais voilà, le sujet dans la photo, il n'est pas assez gros, et donc, du coup, ce 18-55, il faudrait que je le complète avec autre chose, manifestement. Donc ça, c'est l'exemple facile pour illustrer mon propos. Mais si vous êtes déjà un petit peu plus expert, que vous avez plusieurs optiques, posez-vous la question de dire qu'est-ce qui me limite dans ma pratique. Vous avez une version d'un objectif. Est-ce que la nouvelle version va vous aider à lever cette limite ou pas? Si c'est une histoire de focale, par exemple, pour reprendre l'exemple du lecteur qui me parlait du Tamron G2, si c'est une question de focale qui vous limite dans votre pratique, passer à la version 2 d'une optique dont la plage focale ne change pas, ça ne va pas régler le problème. Vous allez avoir le même problème. Donc finalement, ça va servir à rien. Si par contre, vous dites « je n'avais pas telle focale, je bute souvent parce que j'aimerais shooter beaucoup plus grand angle ou j'aimerais shooter beaucoup plus serré », alors changer de focale va vous permettre de lever le problème. Mais vous voyez que il n'y a pas une réponse unique en fait, parce que c'est vraiment à chacun de définir ses propres critères, mais c'est vraiment important de regarder déjà dans un premier temps ce que vous faites avec le matériel que vous avez déjà, et de vous dire est-ce qu'un nouvel achat va me permettre de régler ce problème. Et il va vraiment falloir que je fasse un sujet sur le syndrome d'acquisition de matériel, parce qu'on en a beaucoup parlé ces jours-ci avec plusieurs d'entre vous. Et voilà, j'aime pas, je vous l'avais dit dans un épisode précédent, j'aime pas l'achat compulsif parce que je trouve que souvent on a cédé un petit peu aux sirènes du marketing et du coup on sait pas trop pourquoi on a fait cet achat-là. Alors il faut aussi savoir se faire plaisir, mais quand on parle d'un achat plaisir à plusieurs centaines ou voire milliers d'euros parfois, bon, il faut aussi réfléchir un petit peu. Le troisième critère, quand vous envisagez de changer une optique, particulièrement pour une nouvelle version, c'est quels sont les usages que vous avez de cette optique pour la production photo que vous faites. Si vous faites des images, des photos que vous vous contentez de poster sur un site web, sur les réseaux sociaux, faire des petits tirages 10-15 pour alimenter un album de famille, tous ces usages-là, très sincèrement, mettre de l'argent dans une optique où vous allez avoir une meilleure qualité d'image, et encore faut-il mesurer cette qualité, alors des fois c'est le cas, des fois c'est moins le cas, mettre de l'argent là-dedans, ça ne va rien vous apporter de plus. Ça peut vous paraître curieux que je vous dise ça, mais si c'est pour faire une image en 600 pixels de taille sur un site web ou un 10-15 ou une photo de cette taille-là que vous allez tirer, ça ne sert strictement à rien. Vous n'allez pas voir la différence. Sur un 10-15, c'est pas vrai. Moi, je vous mets au défi de voir la différence entre deux optiques de gamme identique sur un tirage de cette taille-là. Donc réfléchissez bien à ça, quel est l'usage. Si vous faites des tirages de taille moyenne, 20-30, 30-45, 50-70, on est déjà dans des tailles un petit peu plus grandes. Si c'est pour faire un livre de photos et que vous voulez vraiment un beau livre de photos, commencez à réfléchir, à vous dire tiens, le vignettage peut se voir, le manque de piqué peut se voir, donc c'est des choses où éventuellement je pourrais avoir un niveau de qualité supérieur, mais regardez aussi l'usage que vous faites de ça. Si c'est un livre de souvenirs pour vos photos de famille, c'est pas la même chose que si vous faites un livre que vous voulez vendre pour une raison quelconque. Si vous faites des très grands tirages, alors très grands tirages, généralement, pour moi, hein, c'est au-delà de 50-70, c'est ce qu'on va mettre dans des expos, ça peut être du 2 mètres sur 2 mètres, ça peut être tout ce que vous voulez. Là, vous avez le droit, effectivement, de vous poser la question, de dire si j'ai un meilleur piqué, une meilleure définition de l'image, si j'ai moins de vignettage, si j'ai un rendu meilleur sur mes images, ça va probablement se voir. J'ai vu déjà des tirages faits avec certaines optiques Nikon et des très très grands tirages en exposition. Bon, sincèrement, quand l'optique est de grande qualité, comme on l'a sur certaines optiques pro, on voit la différence entre une optique génération précédente et une optique génération suivante. Mais honnêtement, il faut en arriver à ça pour voir la différence et limite se coller le nez sur le tirage pour vraiment voir ça. Or, ne perdez pas de vue que souvent un très grand tirage, on prend du recul pour le voir, parce qu'on ne va pas se coller le nez dessus. Donc attention à ça aussi. Si vous faites des tirages de 3 mètres par 3 mètres pour faire de l'affiche, là aussi, c'est pas le même procédé d'impression. C'est pas du tirage traditionnel, donc vous allez avoir un espèce de... Vous avez déjà vu les affiches de près, ça fait des petits points colorés quand on s'approche. Là, la qualité de l'optique, honnêtement, c'est pas ça qui va faire la différence. Donc le troisième point sur les usages, étudiez bien les usages que vous avez avant de céder à la tentation. Et le quatrième critère, c'était d'être capable d'évaluer les différences, maîtriser les différences dans les fiches techniques entre deux optiques.
Alors c'est vrai d'une génération à l'autre, c'est vrai aussi d'un fabricant à l'autre, c'est encore vrai d'un modèle, d'un type d'objectif à un autre type d'objectif. Il y a un vocabulaire de base qu'il faut acquérir, qu'il faut comprendre. Et quand vous regardez les fiches techniques, c'est important parce que si vous ne savez pas ce que c'est que le piqué, si vous ne savez pas ce que c'est que l'ouverture, si vous ne savez pas ce que c'est que un moteur autofocus et ses particularités, bah, ça ne va pas vous parler beaucoup. Si vous dites, je sais pas, je pourrais prendre l'exemple du dernier, alors on a eu le cas sur le dernier 24-70 Nikon, le 2.8 qui est sorti avec le VR, et puis il y a eu tout un débat sur cette optique pour dire, ah mais finalement, la nouvelle version, elle est moins bien que la précédente, puis en plus elle est beaucoup plus chère, donc ça vaut pas le coup. Voilà. Et j'ai vu passer beaucoup d'échanges où finalement les gens partaient sur des critères qui n'étaient pas nécessairement très pertinents, qui réagissaient à un tarif, alors d'autant plus un tarif entre une optique neuve, prix public qui vient de sortir, et puis une optique qui a quelques années déjà, où donc le tarif s'est déjà un peu cassé la gueule, et finalement, on comparait des choses pas comparables. Donc il faut vraiment vous intéresser à ça, si vous en êtes à ce niveau-là de critères de choix. Et une fois de plus, je ne dis pas qu'il faut aller à ce niveau-là. Mais si vous en êtes à ce niveau-là, intéressez-vous un petit peu à tout ça. De la même façon qu'il est important de savoir si vous envisagez une optique à 1.4. Par exemple, souvent, vous me dites, bah tiens, il y a je sais pas, le 50 mm chez Nikon, pour citer celui-ci, il y a la version 1.8, il y a la version 1.4, donc le 1.4 est meilleur. Et souvent, je vous dis, mais pourquoi? Pourquoi le 1.4 est-il meilleur? Est-ce que c'est juste parce que d'après vous, il ouvre à 1.4? La réponse, c'est que c'est pas vrai, en fait. Mais, alors, avis personnel, mais je ne suis pas le seul à penser ça. Il ouvre à 1.4, donc il ouvre plus grand. Mais c'est pas parce qu'il ouvre plus grand que ses qualités optiques sont meilleures. C'est juste qu'il ouvre plus grand. Alors, certains 1.4 sont meilleurs que des 1.8 ou des 2.8, mais c'est pas toujours le cas. En particulier pour le 50 Nikon, eh bien, il est communément admis que le 1.8 AFS est globalement meilleur que le 1.4, sauf qu'il n'ouvre pas 1.4, mais entre 1.4 et 1.8, franchement, la différence, elle est quand même subtile. Alors, je sais qu'il y en a qui vont réagir en disant, mais non, c'est pas vrai. Vous avez le droit de réagir comme ça, une fois de plus, je ne prétends pas avoir raison sur tout, et il y a certaines situations où ouvrir à 1.4 peut avoir du sens. Mais pour le commun des mortels des photographes, souvent c'est pas justifié. Alors quand on voit l'écart de prix, ça fait un petit peu réfléchir. Pour citer cette optique en particulier, pourquoi je la cite? Parce que je l'ai en tête, mais par exemple, la réactivité de l'AFS du 1.8 est bien plus grande que celle du 1.4. Donc si vous cherchez des performances en autofocus et que l'optique fasse le point très vite, bah, prenez plutôt le 1.8 que le 1.4, parce que le 1.4 il est quand même un peu mou en autofocus. Donc voilà des choses, juste pour illustrer le propos, pour dire, c'est pas parce qu'une nouvelle version arrive ou qu'il y a une version à plus grande ouverture ou à plus petite ouverture qu'il faut se jeter dessus en se disant ça va être meilleur, parce que souvent ce n'est pas le cas. A l'inverse, ça peut être le cas. Si vous, pour reprendre l'exemple du 50 mm Nikon, si vous le comparez avec le 50 AF des générations AF ou AFD, l'autofocus n'a rien à voir, c'est des optiques qui ont été conçues déjà pour l'argentique à l'époque, donc les angles d'entrée de rayon par exemple dans la formule optique, tout ça est calculé pour un film argentique, donc dans le numérique on sait que les formules optiques diffèrent et donc on a des meilleurs résultats en termes de qualité d'image. Le traitement de surface des lentilles est différent pour minimiser les aberrations chromatiques, pour minimiser les défauts comme le flair, la protection maintenant sur certaines optiques avec les traitements fluorines. Donc tout ça, c'est vraiment un apport qu'on a sur les dernières versions et qu'on n'avait pas sur ces générations-là. L'autofocus, j'en parle pas. Les optiques sans motorisation interne, dans beaucoup de gammes et chez beaucoup de fabricants, elles sont plus lentes en autofocus que les plus récentes. Donc ça, ce sont des vrais critères que vous pouvez prendre en compte. Mais vous voyez qu'il faut vraiment s'intéresser à tout ça pour savoir ce qu'il convient de faire ou pas. Alors, en résumé de tout ça, donc si vous envisagez de remplacer une optique, faites-le en toute connaissance de cause, avec des vrais critères. Donc analysez déjà vos photos pour bien évaluer vos besoins. Je vous le répète souvent, ça, je l'ai dit dans une émission précédente, mais c'est vraiment important de savoir de quoi on a besoin avant d'acheter, et non pas l'inverse. Hein, c'est toujours de quoi j'ai besoin avant d'acheter l'outil. J'avais pris l'exemple de la maison en bois, en béton et tous ces trucs-là. Et puis, maîtrisez bien les différences, maîtrisez bien le vocabulaire, maîtrisez bien les notions qui tournent autour de votre achat pour savoir si vous avez bien compris ce que vous achetez en fait. Alors, je sais que vous avez tous des profils différents là, qui écoutez cette émission, il y en a qui débutent totalement, il y en a qui sont plus experts, mais souvent, par exemple,
Je vois des débutants m'envoyer des messages en confondant focal et ouverture. C'est des choses qui sont importantes. Alors, c'est pas un reproche, hein, parce qu'il faut bien apprendre, et puis j'ai fait pareil au début, mais il faut bien maîtriser tout ça avant de vous dire je vais acheter un modèle plutôt qu'un autre. Pour ça, il y a des guides, alors il y a les sites web, il y a tous les tests dont je vous ai parlé, il y a les fameux tests des XO par exemple, et puis il y a aussi des petits guides qui sont bien foutus. Alors c'est pas pour faire la pub nécessairement, mais moi j'aime bien regarder les guides de JMS, on l'appelle par ses initiales parce que le monsieur donc s'appelle Jean-Marie Sépulcre, et il édite régulièrement des guides au format électronique, donc des e-books, dans lesquels il détaille les fiches techniques de toutes les optiques disponibles sur le marché, presque toutes, pour un boîtier ou un autre. Dans la gamme Nikon particulièrement, mais il y en a chez Canon aussi, il doit y en avoir un sur Fuji de mémoire. Et il y a le D500 qui vient de sortir, d'ailleurs je vous en parle sur le site actuellement. Et là, vous avez pour un boîtier donné, parce que alors je fais la parenthèse très vite, mais c'est vrai qu'une optique, elle est toujours à mettre en lien avec le boîtier sur lequel on va la monter. Elle ne va pas réagir de la même façon sur un boîtier ou un autre, donc il faut toujours penser couple objectif-boîtier. Et donc JMS, il va s'intéresser à ça, il va vous donner une fiche technique qui est un résultat de test en fait. Alors il a un banc de test, il a des logiciels spécialisés pour faire ça, et puis il a surtout un protocole de test qu'il applique toujours, donc qui permet d'avoir des résultats répétitifs d'une optique à l'autre. Ça coûte pas très cher, ça doit coûter de mémoire une quinzaine, une vingtaine d'euros maximum cet e-book. Et je dis souvent dans les articles, quand je les passe en revue, je dis souvent ça vaut la dépense, parce que si en dépensant 15 euros dans un e-book, vous voyez que un objectif qui vaut 500 euros de moins ou 1000 euros de moins qu'un autre va vous apporter des résultats aussi bons ou bien des résultats pour lesquels vous ne verrez pas la différence, vous allez dépenser 15 euros, vous en avez peut-être sauvé 500 ou 1000 à côté. Donc finalement, ça vaut le coup. Donc je vous passe dans la description le lien vers quelques-uns de ces e-books les plus récents, dont le D500 qui est dispo actuellement, c'est un sujet d'actualité, le D500. Qu'est-ce qu'il faut monter comme optique sur le D500, qui est quand même le boîtier pro dans la gamme APS-C Nikon, et vous êtes assez nombreux à vous poser la question aussi. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est JMS et ses e-books, c'est la référence et puis qu'il ne faut pas écouter les autres. Bon, des fois, il faut aussi prendre du recul par rapport à tout ça, mais voilà, c'est une bonne référence, et peut-être que si vous êtes passé au salon de la photo les années précédentes, eh bien, vous avez vu Jean-Marie parler de ce sujet-là sur le stand. Il est venu faire plusieurs conférences sur le stand Nikon Passion Agora du Net au salon. Et voilà, il y a quand même, derrière, il y a une vraie réflexion technique sur le fait de choisir une optique plutôt qu'une autre. On est bien dans un débat technique, hein, j'en ai conscience ici, on n'est pas dans un débat créatif, artistique, pour dire, bah tiens, moi je suis le premier à dire, une optique qui a des défauts, des fois j'aime bien, parce que ça donne aussi un caractère à la photo, et une optique qui est trop parfaite, des fois ça casse un peu le caractère, mais là c'est un autre débat, c'était pas le débat du jour. Donc voilà pour ça, le salon de la photo d'ailleurs, je vais vous en reparler très bientôt, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, on est en train de bosser dessus, et 10 au 14 novembre, c'est très bientôt, donc le projet il avance bien pour le stand, et il y a toute une liste de conférences, il y a plein de choses qui arrivent, donc je vous en parle très bientôt. Je vous mets également le lien pour les entrées gratuites, vous pouvez les recevoir dès maintenant, donc dans la description de la vidéo, suivez les indications, et puis vous avez le code d'accès, je vous offre les entrées gratuites pour le salon, autant que vous voulez. Voilà, donc pour l'épisode d'aujourd'hui, alors je vous rappelle que pour ne manquer aucun épisode, vous avez 3 méthodes. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, c'est quelque part par là sur un navigateur, et puis sur les mobiles, regardez, mais vous avez toujours le petit bouton d'abonnement. Comme ça, vous avez une notif quand vous revenez sur YouTube, et ça vous permet de voir qu'il y a une nouvelle vidéo. Sur la page Facebook, si vous regardez les vidéos là, eh bien, likez la page, aimez la page, et enclenchez les notifications quelque part aussi en haut de la page. Comme ça, Facebook vous les passe, vous met une petite alerte quand il y a une nouvelle publication. Et puis, le meilleur moyen sinon, c'est de rejoindre ma liste de contacts. Alors, je vous mets le lien également, alors là ou là, hein, selon où vous regardez, je vous mets le lien dans la description. Et ça vous permet de recevoir par mail chaque semaine les infos, les choses à ne pas manquer. Voilà, je vous envoie un mail par semaine et pas plus. Je ne vais pas inonder votre boîte aux lettres non plus. Vous pouvez vous désabonner à tout moment si ça ne vous plaît pas. Mais de cette façon-là, vous ne manquez rien et je vous envoie tout. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour une prochaine émission.